Ok, alors bonjour à toutes et à tous. Alors avant toute chose, j'espère que vous vous portez bien et c'est également le cas de l'ensemble de vos proches. Alors je réalise cette vidéo d'approximativement un petit quart d'heure pour essayer de revenir sur les 3 premières semaines de cours à distance et sur conceptuellement sur ce qu'on a essayé de faire dans ce nouveau chapitre de horaires croisés, intitulé Quelle relation entre le diplôme, l'emploi et le salaire. Alors par chapitre de horaires croisés, le programme entend par là mixer les regards économiques, sociologiques et de sciences politiques. L'objectif sera pas tant que ça de revenir sur les données chiffrées que j'ai pu vous donner au sein des 6 premiers documents communiqués, mais plutôt sur, on va dire, le contenu global du cours et sur les premières notions qu'on a vues ensemble. D'ailleurs, vous avez pu le constater qu'on avance plutôt bien et qu'on est plutôt sur la dernière partie du chapitre. Donc plusieurs notions, capital humain, capacité, niveau de diplôme, qualification, emploi, chômage, salaire. Je vais essayer de revenir sur chacune d'entre elles de la manière la plus fluide possible. En guise d'introduction, je l'avais intitulé Pourquoi considère-t-on la poursuite d'études comme un investissement? Je suis parti de l'étude de Cofidis menée en 2018 pour l'année 2018 sur le fait qu'en moyenne, les études coûtent 7118 euros par étudiant en 2018, ce qui est clairement un coût non négligeable. Et tout simplement, essayons de voir pourquoi est-ce que les études peuvent être considérées comme un investissement. D'un côté, on recense ce qu'on peut appeler des coûts, donc liés à des dépenses monétaires, mais également à des dépenses temporelles. Par dépenses monétaires, alors j'entends par là les frais de scolarité, les frais de logement, les frais de transport, les frais de matériel, etc., etc. Et par dépenses temporelles, tout simplement le temps qui est passé à effectuer ces études. Alors si on part sur le cursus licence-master, donc sur 5 ans d'études par exemple. Et d'un autre côté, quand on parle d'investissement, on parle d'une potentielle rentabilité, donc ce qui est lié, faut mettre en parallèle les coûts d'un côté avec les gains de l'autre. Par gain, j'en parlerai un peu plus tard. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que à tout investissement, on espère quelque part avoir la rentabilité la plus élevée possible et qu'on revient sur un calcul coût-avantage. Et si on part dans cette poursuite d'études, c'est qu'on estime que les avantages l'emporteront sur les gains. Et donc venons-en tout de suite au second document, donc la théorie du capital humain. Investir dans ses études, c'est investir dans ce qu'on appelle son capital humain. Donc déjà, il faut savoir que le fait de poursuivre des études n'a pas que des coûts monétaires, il y a également des coûts qui sont liés tout simplement liés à la pénibilité des études, liés au stress occasionné, ce qui n'est pas négligeable selon certains cursus universitaires. Cet investissement-là, on parle du coup d'un investissement en capital humain. Alors, petit retour en arrière, qu'est-ce que le capital? On l'avait vu dans le chapitre 1 d'économie, le capital constitue l'un des moyens de production pour une entreprise. Donc par capital fixe, on entend par là l'ensemble des moyens de production dont la durée de vie est supérieure à 1 an. Autrement dit, les machines, le côté productif au sens durable dans une organisation productive. Mais également le capital circulant, dit aussi consommation intermédiaire, donc l'ensemble des moyens de production dont la durée de vie est inférieure à 1 an et qui est détruit immédiatement ou progressivement dans le processus de production. Typiquement, l'énergie qui est consommée, comme l'électricité, ou encore la consommation de matières premières ou de produits semi-finis incorporés dans la production du bien ou du service final. Donc là, on parle de capital humain puisqu'on envisage que l'individu a un stock de connaissances, un stock de compétences qui est lié également aux expériences, à l'expérience professionnelle qu'il aura. Et investir dans ces études permet d'augmenter ce stock en capital humain, stock qui, s'il est bien entretenu, permet tout simplement à l'individu d'augmenter sa productivité, lui permet de faciliter son accès à l'emploi plus tard et augmente son niveau de salaire escompté, son niveau de salaire espéré. Donc là, on arrive sur les gains potentiels permis grâce aux études. Donc investissement en capital humain, dépenses étant consacrées par un individu à l'acquisition des connaissances et des compétences à travers la formation, qu'elle soit formation initiale et formation continue par l'expérience de cet individu. Alors venons-en à présent à la première partie du chapitre, en essayant de voir en quoi la poursuite d'études est un investissement en capital humain qui permet d'augmenter ses capacités. Alors j'ai bien dit capacité et pas capacité, notion qui a été développée par Amartya Sen, économiste et philosophe indien. Donc dans toute société, on constate qu'il y a des inégalités de ressources, des inégalités de moyens, des inégalités de revenus, de répartition des richesses. Ça c'est un fait. Par contre, Amartya Sen s'intéresse à l'inégalité d'opportunités réelles, de possibilités, d'options qui se présentent à un individu pour choisir sa vie comme il l'entend. Donc on peut citer les possibilités d'accès à l'éducation, donc les inégalités d'accès aux diplômes et aux formations, par exemple selon l'origine sociale des parents, ou encore les inégalités d'accès à la santé.
Et il se trouve que ces capacités, qui désignent l'ensemble des ressources et des opportunités réelles dont dispose l'individu pour faire ses choix, augmentent. Si celles-ci augmentent, cela augmente la capacité pour un individu à tout simplement faire ses choix de manière éclairée, de comprendre l'environnement qui l'entoure et, a fortiori, de pouvoir peut-être accéder à un emploi qui lui plaît davantage, à un emploi qui est plus qualifié, ce qui est vecteur principal de revenu et ce qui joue de manière qualitative sur sa vie. Et ce qui permet de se réaliser, entre guillemets. Alors, en quoi est-ce que l'éducation augmente ses capacités? L'éducation, tout simplement, permet à l'individu de faire ses choix de manière éclairée, je l'ai dit tout à l'heure, lui permet de choisir, entre autres, sa profession, ce qui joue de manière non négligeable sur ses capacités et sur ses opportunités réelles de réaliser sa vie comme il l'entend. Alors passons à présent au grand 2. Est-ce qu'étudier correspond à un investissement qui est rentable? Première question qu'on peut se poser, première sous-partie, grand 2A. Être plus qualifié protège-t-il mieux du chômage? Alors l'analyse ici qu'on peut en faire, c'est partir tout simplement du niveau de diplôme de l'individu et on constatait assez aisément que lorsque le niveau de diplôme de l'individu augmente, le taux de chômage devient tout simplement plus bas. On s'était basé sur l'enquête emploi 2018 menée par l'INSEE. Deux conclusions principales. La première, je viens d'en parler à l'instant. Lorsque l'individu a un niveau de diplôme plus élevé, par exemple lorsqu'il sort du système éducatif avec un niveau de diplôme supérieur à Bac+2, il est nettement mieux protégé du chômage qu'un individu qui sortira de ce système éducatif avec peu ou pas de diplôme. On peut entendre par là un individu qui sort avec aucun diplôme ou qui sort avec uniquement le CAP ou le BEP, voire uniquement le niveau baccalauréat. Deuxième conclusion principale, c'est la durée de sortie du système éducatif. Lorsque cette durée-là se rallonge, le taux de chômage, lui, diminue. Alors, deux explications principales. La première, c'est lié à l'expérience professionnelle accumulée. Si vous êtes sorti depuis, disons voir, 7, 8, 9, 10 ans du système éducatif, vous avez accumulé de l'expérience professionnelle, aussi bien, alors de l'expérience professionnelle qui est peut-être d'ailleurs continue sur un même poste de travail, ou qui est alors morcelé sur plusieurs postes de travail différents. Et ce qui, quelque part, rend votre main-d'œuvre, votre force de travail plus qualitative, ce qui rend aussi également votre force de travail plus difficilement remplaçable pour une entreprise, et ce qui pousse la rémunération salariale tout simplement à la hausse, à la différence de ceux qui sont sortis depuis peu du système éducatif ou qui viennent juste d'en sortir, qui ont peu ou pas d'expérience professionnelle et qui n'attestent pas d'un vécu professionnel. Donc ça, c'était pour la première explication. En ce qui concerne la seconde, c'est tout simplement la situation qui se dégrade pour les générations les plus jeunes, parce qu'on constate que les emplois qualifiés augmentent moins vite que les individus, tout simplement, qui sortent avec un diplôme. Donc par enchaînement, on a plus d'individus diplômés qui se présentent sur le marché du travail. Donc, avec moins d'emplois qualifiés proposés, ils sont obligés parfois de se contenter d'emplois qui sont moins qualifiés par rapport à leur qualification individuelle, leur qualification de leur propre personne, dont les diplômes en font partie. Et naturellement, la situation devient encore plus difficile pour ceux qui sont sortis avec peu ou pas de diplôme. Enchaînons à présent. Seconde question qu'on pouvait se poser maintenant, c'est dans cette même optique, savoir si étudier est un investissement rentable. Quel est le lien entre niveau de formation et salaire? Et là encore, on constate que le niveau de diplôme, il y a une corrélation assez forte entre niveau de diplôme et niveau de rémunération. Lorsque le niveau de diplôme de l'individu augmente, sa rémunération salariale augmente également. Alors, on avait choisi ici de partir sur plutôt le salaire médian que le salaire moyen. Alors pourquoi le salaire médian? Concept mathématique de la médiane. La médiane sépare une population statistique en deux parties égales. Alors quand on part sur une moyenne, prenons le cas d'une moyenne lors d'un contrôle en sciences économiques et sociales. Si j'ai 10 personnes sur les 35 élèves d'une classe de seconde qui cartonnent à un devoir, ou à l'inverse 10 personnes sur 35 qui échouent lamentablement au contrôle, ça aura tendance un petit peu à déstabiliser ma moyenne. Imaginez que les 25 autres réussissent peu ou pas bien, ou alors réussissent bien ou très bien par rapport aux deux cas précédemment cités, ça aura tendance à être peu indicatif du niveau médian. Donc voilà pourquoi on sélectionne la médiane. Autrement dit ici, 50% des individus perçoivent plus ou au moins le salaire médian et 50% des individus perçoivent moins ou un montant égal à ce salaire médian. Petit chiffre, j'en ai pas cité beaucoup depuis le début de cette vidéo. Selon l'enquête emploi de l'INSEE de la déclaration annuelle des données sociales unifiées, publication de 2017,
En 2017, le salaire net mensuel médian des individus sans diplôme était de 1300 euros contre 2282 euros pour les titulaires d'un diplôme supérieur à Bac+2. Hein. Donc en moyenne, 982 euros de plus pour les seconds cités, soit 75,5% de plus. Là, j'ai réalisé un petit taux de variation. Je vous renvoie au calcul mathématique qu'on a effectué depuis le début de l'année, ou encore du coup un salaire médian qui est 1,75 fois plus élevé pour ces seconds cités. Donc on constate que plus les individus ont un niveau de diplôme élevé, plus ils perçoivent un salaire médian important. Comparons par exemple un titulaire d'un BTS DUT, donc un Bac+2, par rapport à ceux qui sont sortis uniquement par un CAP BEP, ça fonctionne également. Et puis on est arrivé du coup à cette troisième sous-partie du grand 2, un niveau de diplôme égal, qu'est-ce qui différencie les salaires? Alors, on avait, premier document, ce document numéro 6, on essayait de voir l'influence de l'âge sur les salaires. Premier constat, le salaire augmente généralement avec l'âge, ce qui traduit l'expérience professionnelle d'un individu, j'en ai parlé avant. Alors pourquoi? Parce que l'expérience professionnelle accumulée est synonyme de main-d'œuvre plus qualitative, et synonyme du coup d'un travail qui est généralement plus efficace, qui est plus productif, ce qui pousse l'entreprise à vouloir moins se séparer du salarié, et qui, la contrepartie de ce travail plus efficace et plus productif, correspond à une rémunération plus élevée pour aussi un petit peu fidéliser la main-d'œuvre, pour que le salarié n'ait pas envie d'aller voir autre part. Mais il n'y a pas que la rémunération, que l'âge, qui a un impact en tant que caractéristique sur la rémunération. On a également tout simplement la conjoncture économique. Donc on se rend compte que lorsque l'état de l'activité économique est bon, c'est-à-dire par exemple en phase de croissance économique, en phase d'activité économique qui est de bonne facture, et dans ce cas-là, l'évolution salariale a tendance à être bonne, et augmenter les rémunérations des générations concernées par cette phase d'expansion économique est plus élevée. À l'inverse, lorsque la conjoncture économique est au ralenti ou alors même en phase de diminution, ce qu'on appelle des récessions ou une crise économique, et dans ce cas-là, on constate que les générations, lorsqu'elles sortent du système éducatif, ont tendance à avoir des rémunérations plus faibles que les générations antérieures qui ont bénéficié d'un contexte économique plus favorable. C'était le cas après la crise de 2009, crise qu'on appelle crise des subprimes, qui avait débuté en 2008 aux États-Unis et qui est arrivée en 2009 en Europe et en France. Donc on parle littéralement de crise des titres immobiliers pourris. Et ces générations qui sont sorties du système éducatif en 2009 ont eu quelque part moins de chances, moins de probabilité d'avoir une rémunération plus élevée que celles qui étaient sorties précédemment, avec un contexte plus favorable, comme je le disais tout à l'heure. Autre caractéristique qui entre en compte dans l'évolution salariale, en dehors de l'âge et en dehors de ce contexte de la conjoncture économique, c'est tout simplement le genre, donc le fait d'être un homme ou une femme, aujourd'hui encore en défaveur des femmes malheureusement, et nous en discuterons un peu plus tard. Il en est de même pour le type d'entreprise, la structure tout simplement concernée, dans lesquelles on se rend compte que le niveau de rémunération n'est pas forcément le même, selon la taille de l'entreprise, selon l'importance de l'entreprise. Mais ça, on y reviendra, comme j'ai dit, tout comme pour le genre, tout simplement la semaine prochaine, au bout de notre 4e semaine de travail, on passera au cap des 1 mois. Je compte sur vous pour continuer votre progression personnelle dans le travail. J'ose espérer que, tout comme en classe, vous êtes sérieux, rigoureux, et que vous tenez compte des consignes que j'ai formulées. Je vous souhaite également une bonne continuation dans votre confinement, et j'espère que celui-ci se déroule de la meilleure manière possible. Continuez à faire de l'exercice. Et je voulais aussi également terminer cette vidéo parce que j'en ai conscience que vous avez tendance à regarder peut-être un peu plus la télévision, à être un peu plus sur les plateformes type Netflix. Si je peux vous conseiller peut-être un film, alors bien entendu à mettre en perspective aussi avec vos centres d'intérêt et peut-être tout simplement à votre âge, puisque c'est un film qui peut parfois aussi un petit peu être entre guillemets bouleversant. Vous l'avez peut-être vu sur Netflix, ce nouveau film intitulé La Plateforme. Alors bon, je vous laisse y jeter un petit coup d'œil, au moins regarder la bande-annonce. Pour les plus sensibles d'entre vous, évitez peut-être de le regarder. Je ne le conseille pas à ces personnes-là naturellement, mais quand on est véritablement sur des dynamiques explicatives de ce qu'on peut appeler la hiérarchie sociale, la stratification sociale, les classes sociales quelque part dans une économie, mais également un petit peu cette inégalité de répartition des richesses dont nous sommes bien conscients aujourd'hui, qui est très bien analysée par pas mal d'économistes comme Thomas Piketty pour ne citer que lui. Donc jetez-y un petit coup d'œil et puis portez-vous bien.